Bonsoir et bienvenue. Le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, le retour à l'UPC d'un ancien député fondeur du parti, Journée mondiale du Rhin, célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, oui, politique, santé, religion, mais aussi logement. Voilà le menu du 7 Info de ce mardi, de ce dimanche 14 mars, bien sûr, avec nos invités Seka Koulibaly, notre analyste politique, mais nous recevrons aussi le docteur Yasminatou Bikenga, nephrologue, et puis le pasteur Jean-Baptiste Rwamba. Tout de suite, retour sur l'actu. Et nous commençons avec cette nouvelle qui a bouleversé toute la Côte d'Ivoire, un pays sous le choc du décès de son Premier ministre. Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence à l'âge de 56 ans le 10 mars dernier, ce 10 mars en Allemagne, des suites d'un cancer. Sa dépouille est arrivée hier à Abidjan avec beaucoup d'émotion. La dépouille du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est arrivée à Abidjan samedi en fin d'après-midi. L'homme fort du gouvernement est décédé mercredi à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer. Le gouvernement ivoirien avait décrété un deuil national de 8 jours, du 12 au 19 mars. Le programme officiel prévoit des hommages de la nation mercredi, suivi du transfert du corps le lendemain à Séguéla dans le nord du pays, où il sera inhumé vendredi dans la stricte intimité familiale. M. Bakayoko, qui était également ministre de la Défense, avait été évacué en France le 18 février pour raison de santé avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne le week-end dernier. Ce plateau où je suis avec Seka Koulibaly, je le disais, notre analyste politique. Seka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Très en forme? Oui, ça va. Les images qu'on vient de voir sont complètement déconcertantes. Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien qui tisse sa révérence, deuxième Premier ministre ivoirien qui meurt en l'espace de quelques mois, ça fait quand même réfléchir et ça donne aussi lieu à des supputations. Oui, tout à fait. On est obligé d'y penser dans la mesure où, effectivement, le délai est très court entre la disparition des deux premiers ministres, mais qui, au-delà d'être Premier ministre, étaient aussi des personnalités politiques de premier plan. On se rappelle que Amadou Gon Coulibaly était déjà investi candidat du RHDP en remplacement donc, du président Alassane Ouattara, et que Ahmed Bakayoko également, dans la même veine, était supposé faire partie de ceux qui pouvaient succéder à Alassane Ouattara après donc, son mandat. Donc on est bien obligé de faire la corrélation entre les deux événements et de s'interroger sur, comme disent tout le monde, hein, qu'est-ce qui arrive en Côte d'Ivoire, cette coïncidence fâcheuse hein, de décès assez proche. Eh bien, on est bien obligé de s'aligner sur la fatalité, en ce sens que ça peut arriver que des gens hein, qui ne sont pas vraiment à l'article de la mort hein, à quelques jours de leur décès et finissent par décéder. Ça donne peut-être une actualité sur l'état de nos systèmes de santé en Afrique également. On est obligé d'y penser parce que les deux ont été évacués en France. Cela signifie que la Côte d'Ivoire n'a pas le dispositif pour s'en occuper. Or, on sait très bien que dans la sous-région, après le Ghana, c'est quand même la Côte d'Ivoire qui a le plus d'infrastructures de santé. Et si cela n'est pas suffisant pour empêcher les morts aussi rapides, cela est quand même inquiétant pour la sous-région. Peut-être que ce n'est pas un déficit de moyens hospitaliers, puisque très tôt, depuis le début du mois de janvier, il était déjà allé en France pour essayer de faire des examens médicaux et savoir de quoi il souffre. Mais il faut dire que Ahmed Bakayoko était un maillon essentiel de la majorité du RHDP, un homme de main, un homme de confiance du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, sa disparition laisse un grand vide au niveau du parti, mais peut-être même au niveau de tout le pays même. Tout à fait. Comme vous le savez, Ahmed Bakayoko était quand même une figure très populaire en Côte d'Ivoire, non seulement à cause de sa vie politique, mais aussi à cause de son activité, d'abord dans les médias, ensuite dans le show business. Donc il occupait quand même un espace assez important dans la scène publique ivoirienne. Au plan purement politique, c'était un pilier donc, du RHDP, homme à tout faire du président Alassane Ouattara. Et sa disparition va entraîner
des conséquences au moins à 2 niveaux. Au niveau donc de la course de succession, qu'on ne peut pas occulter, qui existait quand même, on peut penser qu'aujourd'hui, il y aura peut-être une sorte d'uniformisation, puisque lui représentait un courant, et puis d'autres représentaient un autre courant. On ne va pas faire les détails ici. Mais une fois que Ahmed Bakayoko n'est plus là, on peut penser qu'il n'y aura plus peut-être cette guerre de succession, au sens en tout cas où on l'entendait habituellement. L'autre versant de la dimension politique de sa disparition, c'est que le président ivoirien était au cœur d'un processus de normalisation de la vie politique ivoirienne après les durs événements de la présidentielle ivoirienne 31 octobre 2020, qui avait vu se déchirer la classe politique ivoirienne en 2 camps vraiment très, très antagoniques. Le président ivoirien avait promis donc de normaliser cela, notamment en ramenant l'opposition politique radicale dans le sérail institutionnel, avec leur participation aux élections législatives. Cela a été fait. Ça signifie aujourd'hui que la lutte politique qui se déroulait en dehors des institutions va se transporter à l'intérieur des institutions, notamment à l'Assemblée nationale, ce qui ne veut pas dire que cette lutte politique va s'atténuer. Donc il aurait fallu des hommes qui puissent communiquer avec l'ensemble des petites fractions de la scène politique ivoirienne. Et Ahmed Bakayoko avait un certain avantage à ce niveau-là, ayant une surface relationnelle assez large. Il aurait pu être cet homme donc orchestre que Alassane Ouattara, voilà, que Alassane Ouattara aurait utilisé pour communiquer et gérer donc les différentes fractions donc de la scène politique ivoirienne. Peut-être qu'il y aura il y aura certainement des remplaçants, mais on n'est pas certain que ces gens aient ces bagages relationnels qu'Ahmed Bakayoko avait développés. Et peut-être que ça va être une petite lacune pour le président Alassane Ouattara. Alors, l'autre aspect de la disparition du Premier ministre ivoirien, c'est l'émoi que cela a créé au sein de la jeunesse ivoirienne. On a vu dans son village natal à Séguéla des mouvements de colère aussi dans la commune d'où il est le maire, à Bobo, il y a eu des scènes de colère. Cela s'est aussi transporté sur les réseaux sociaux où des cyberactivistes pro-soroïstes, pro-RHDP se lancent des pierres avec, vous le savez, la rumeur de l'empoisonnement qui est de plus en plus en train de faire son petit bonhomme de chemin, chaque camp accusant l'autre d'avoir fait tuer, fait empoisonner Ahmed Bakayoko. Cela dénote d'un climat politique quand même un peu malsain au niveau de la Côte d'Ivoire. Votre regard sur cette situation-là? Oui, c'est vrai que la théorie de l'empoisonnement de Ahmed Bakayoko a été publiée très tôt dans les médias et dans les réseaux sociaux. On est bien obligé d'en tenir compte parce qu'il s'agit des faits sociaux et des faits politiques. Mais on est aussi obligé de tenir compte des déclarations publiques officielles, comme les communiqués qui sont faits par la présidence ivoirienne ou le Premier ministre qui fait l'intérim actuellement. Patrick Hachi. Lui aussi un peu malade. Bon, lui aussi un peu malade. Mais pour le cas de Ahmed Bakayoko, on est... En fait, la théorie de l'empoisonnement tient du fait que la déclaration de la maladie et le décès se sont déroulés dans un délai assez court. Bon, cela alimente les supputations. Il aurait fallu donc interroger des spécialistes de la question pour savoir est-ce qu'un cancer peut être décelé dans une durée d'1 mois et entraîner le décès, enfin même moins d'1 mois je pense, oui, et entraîner le décès donc, du patient. Mais je ne suis pas assez qualifié pour répondre à cet aspect. Il faut que les spécialistes il faut que les spécialistes expliquent comment un cancer et à quelle partie du corps humain peut donc servir à cela. Puisqu'on sait quand même que le cancer est une maladie qui a la particularité de créer des douleurs très vives. Donc, a priori, déceler cette maladie semble assez facile, parce qu'il y a des douleurs qui se manifestent. Mais on est bien obligé de laisser cours aux supputations et aux rumeurs, étant donné qu'on n'a pas une preuve médicale officielle. Et c'est là aussi où se pose le problème donc,
cette question importante de l'autopsie de nos dirigeants. Lorsqu'ils décèdent comme ça, on devrait quand même le faire, ne serait-ce que pour des raisons de formalité, afin d'éviter rendre les résultats publics. Et aussi faciliter la succession par ses ayants droit. Tout cela est nécessaire. On a vu chez nous le cas de Salif Diallo. La question avait été soulevée, la question de l'autopsie. Ça n'avait pas été réalisé. Amadou Gon Coulibaly également, il n'y avait pas eu le cas. Et maintenant, Ahmed Bakayoko. Donc je pense que ça doit rentrer dans les mœurs institutionnelles. Nos démocraties n'ont pas encore atteint ce niveau assez poussé pour faire la lumière sur ces morts parfois suspectes. Voilà, Ahmed Bakayoko qui avait de bons rapports avec toute la classe politique burkinabé, il faut le dire, majorité comme opposition. Eh bien, une opposition au Burkina qui est en train de se redessiner depuis que l'ex-chef des files a rallié la majorité. Zéphirin Diabré, vous le savez, nommé ministre de la Réconciliation nationale. Mais la réconciliation nationale, le président de l'UPC veut l'appliquer à sa propre famille politique. On a assisté hier au retour dans le parti de l'un des anciens députés frondeurs sous la législature précédente, Ladji Coulibaly, revient à la maison. Je ne me dérange pas. Comme ça, c'est clair. Face aux caméras de télévision, il se tient debout comme pour dire « J'assume ma démarche ». Ladji Coulibaly faisait partie des 13 mousquetaires. L'un des 13 députés frondeurs de l'UPC sous la législature précédente retourne dans sa famille politique. Autour de la table de conciliation, le chef du parti Zéphirin Diabré et des membres du bureau politique de l'UPC. Le huis clos va durer environ une demi-heure. Je reviens à la maison mère, il faut le dire, avec conviction, responsabilité et liberté. Alors donc je suis venu, donc j'ai vu mes collègues, le président, et j'ai dit voilà, je suis de retour, malgré tout ce qui s'est passé, c'est à moi de demander des excuses, de demander le pardon. Et l'initiative semble avoir reçu l'assentiment des responsables du parti. Le frère Ladji avait émis le vœu de pouvoir se réconcilier avec la famille mère qui est l'UPC. Il en a fait donc la démarche et aujourd'hui, le président a souhaité qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse donc repartir sur de nouvelles bases. Et cela suppose donc que son retour a été agréé. Le retour de Ladji Coulibaly à l'UPC n'est que le premier d'une série en cours de réalisation selon le vice-président du parti. Une démarche qui s'inscrirait dans l'élan général de réconciliation nationale qui prévaut en ce moment. Seka Coulibaly, je vous ai vu sourire quand l'élément passait. Pourquoi ce sourire déjà? Oui, c'est une scène quand même assez cocasse. Non, pour moi pas du tout. Oui. Je souriais dans la mesure où moi je pensais donc à ce type d'événement. Parce qu'une fois que l'UPC a rejoint la majorité, c'est une autre situation qui se présente pour ces partis. Et ce n'est pas du tout une surprise de voir ces ralliements-là. Comme l'a dit dans le sujet, c'est très certain qu'on va assister à d'autres ralliements de poids. C'est ce que le vice-président de l'UPC a laissé entendre. D'autres ralliements de poids, mais surtout d'autres ralliements qui ne sont pas suffisamment visibles. Peut-être qu'à la base, vous verrez des ralliements également qui vont se dérouler. C'est là où l'intérêt donc, de ce mouvement que Zéphirin Diabré a opéré envers donc, la majorité prend une signification importante et où on a vu certains ténors de ce parti, le MPP, manifester un peu d'agacement de voir arriver dans la majorité l'UPC parce que maintenant, il va être un peu plus facile pour ceux qui sont au MPP et qui seraient à l'étroit de trouver un point de chute. Donc l'UPC peut devenir le point de chute de ceux qui sont mécontents au MPP ou dans d'autres parties de la majorité présidentielle. Donc c'est ça l'aspect important de ce mouvement que l'UPC avait opéré en début d'année au niveau de la majorité présidentielle. Et on le voit déjà, il y a des retours qui se font. Et qu'est-ce qui nous dit que d'autres comme les Nathanaël ne vont pas penser autrement et peut-être rejoindre la maison mère pour bénéficier donc des facilités de communication et d'opération humaine qu'ils ont eues par le passé pour créer une famille qui est plus forte.
Ça donne quand même une image assez floue de la pratique de la politique sous nos tropiques. Quand on a entendu certaines paroles qui ont été dites pendant ces 3 ans de scission au niveau du groupe parlementaire de l'UPC, qu'aujourd'hui, on revient tout bonnement dans le parti. Certains diraient parce que l'UPC est maintenant la majorité, entre griffes, comme le disent dans le jargon assez banal, il y a à manger, donc tout le monde vient à la soupe. Ça donne quand même un regard assez surprenant et curieux de la pratique de la politique sur nos tropiques. De l'extérieur de cette sphère-là, de l'extérieur des partis politiques, c'est clair que l'opinion sera perturbée par ces mouvements. Parce que pour les gens, il y a une muraille de Chine entre l'opposition et la majorité, entre les partis également, entre eux. Mais en réalité, à l'intérieur donc de ces sérails, le sérail politique, les frontières sont assez minces en général. Surtout dans notre contexte burkinabé, nous n'avons pas de partis d'extrémistes politiques qui, eux, auraient pu avoir du mal à se réconcilier. Par exemple, l'extrême droite et l'extrême gauche ne vont jamais se mettre ensemble. Ils peuvent migrer, mais pas très loin de leur milieu. Voilà. Donc, chez nous, il faut se dire que ces mouvements-là ne sont pas du tout une surprise pour ceux qui suivent de près donc, le mouvement à l'intérieur donc, de la sphère politique. Surtout que maintenant, l'UPC, comme je l'ai dit, ayant rejoint le pouvoir, il y a d'autres perspectives qui vont s'ouvrir parce que l'objectif premier d'un acteur politique quand il s'engage, c'est de conquérir au pouvoir d'État. Donc, cette conquête peut se faire par les élections, mais peut aussi se faire par ce type de mouvement. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces mouvements de ralliement, d'entente et de collusion, en fait, si on peut s'exprimer comme ça, pour donc accéder à ce qu'on cherche à faire, à savoir accéder au pouvoir d'État. Et c'est ce que les différents acteurs font. Pour nous, de l'extérieur, on peut penser que ce n'est pas très vertueux d'avoir un discours et le lendemain rejoindre ceux qui étaient les adversaires. Mais pour eux, l'objectif final, c'est d'accéder au pouvoir d'État à travers donc, les institutions. Donc, ils ne résignent pas trop à faire ces mouvements-là. En tout cas, ce mouvement est en marche au sein de l'UPC de Zéphirin Diabré. Zéphirin Diabré qui poursuit par ailleurs cette série de rencontres dans le cadre de sa mission ministérielle. Il a rencontré une délégation de chefs de la communauté Peul de la région de l'Est, une communauté parfois mise au banc des accusés dans le contexte de lutte contre le terrorisme. Vous le voyez sur ces images avec le président de l'UPC, le ministre en charge de la réconciliation nationale ici, il faut le dire. Et justement, on écoute donc à ce propos le porte-parole de la délégation de la communauté Peul. Dans la région de l'Est en particulier, la situation sécuritaire a atteint un point où toutes les communautés du Burkina se sentent menacées. Et en particulier, la communauté Peul se sent beaucoup menacée parce qu'elle le subit à 2 titres. D'abord, victime des attaques directes des terroristes, au même titre que les autres communautés, mais aussi, elle fait face à la furie des autres communautés et de certaines forces d'autodéfense qui, à cause des amalgames créés justement par ces actes de terroristes, ont commencé à créer des suspicions entre les différentes communautés, en particulier entre la communauté Peul et les autres communautés. Voilà pourquoi la communauté Peul s'est réjouie de la création d'un ministère chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. C'est pour cela que cette délégation s'est déplacée, pour d'abord féliciter le ministre de sa nomination à ce poste et lui dire tout son engagement à le soutenir dans son action, dans ses activités, de manière à aider à ramener la paix et la cohésion dans notre pays, et en particulier dans la région de l'Est. Voilà, Seka Coulibaly, c'est une rencontre très importante. Je me souviens des propos du ministre en charge de la réconciliation nationale lors de sa toute première conférence de presse depuis qu'il a été nommé ministre. Il a dit qu'il n'allait pas voir de sujets tabous. Or, ces genres de sujets sont restés très souvent tabous, cette manière de certaines communautés de se sentir un peu marginalisées, mis de côté par l'État central et même par une partie de la population. Là, on sent qu'on est en train de rentrer dans le fond du sujet. Oui. Donc, on commence à comprendre maintenant en quoi la réconciliation était pertinente comme projet politique, avec donc ce type de rencontres-là où
le porte-parole a très clairement, très bien expliqué en fait la problématique, à savoir que c'est une communauté qui se sent et qui est l'objet d'attaques multiples de type sécuritaire et communautaire. Et c'est là où on voit que le processus de réconciliation prend une dimension historique, parce que c'est l'opportunité de corriger un certain nombre donc, de dysfonctionnements qui ont eu lieu. Non seulement les torts à travers les différentes violences qui ont eu lieu vont être réparés, mais surtout le déséquilibre de développement qui est considéré par les experts comme l'une des raisons donc, du terrorisme pourra être aussi résorbé. C'est-à-dire que des plans de développement vont être mis en œuvre qui vont corriger l'absence des infrastructures, des biens et services sociaux, dont l'absence a mis un peu cette partie du pays en une position de délaissement, l'Est et le Nord du pays essentiellement, et qui pourrait être corrigé également par le processus de réconciliation nationale, qui va avoir donc des actes politiques, des actes judiciaires de réparation, mais aussi des actes de développement pour corriger ces déficits donc, de prise en charge que les populations ont ressenti. On pourrait même assister, si les choses vont assez vite, à un retour des gens qui ont pris les armes, parce qu'ils vont trouver matière à ne plus se sentir frustrés, à ne plus se sentir exclus. Si d'aventure il y a des opportunités de travail, des opportunités de production dans l'élevage ou dans l'agriculture, des opportunités de commerce, etc., qui se dessinent dans leur zone, il n'y a pas de raison que des jeunes entre 18 et 23 ans ressentent le besoin de rejoindre les groupes armés et de s'en prendre à leur pays, aussi bien aux populations qu'aux symboles de l'État. En tout cas, le ministre de la Réconciliation nationale est pied au plancher pour régler ces questions. Il faut dire que dans le grand panier des sujets, en ce qui concerne la Réconciliation nationale, il y a aussi la question foncière. Eh bien, au niveau du ministère en charge de la construction de l'urbanisme, les choses avancent. Eh bien, après la décision de Maître Béniwendé Sankara de stopper temporairement les traitements des dossiers des entreprises immobilières, les associations de promoteurs immobiliers ont tenu à faire des précisions sur les implications de cette note pour éviter tout amalgame. Des promoteurs immobiliers qui ont aussi exprimé le sentiment d'être injustement mis au banc des accusés à chaque fois qu'on invoque la question foncière. Suspension du traitement des dossiers de promotion immobilière et non-suspension des activités des promoteurs immobiliers. C'est la compréhension que se fait la coalition des associations de promotion immobilière de la circulaire du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Cette circulaire, datée du 9 février, a alimenté les débats, chacun y allant de son interprétation. Nous avons justement tenu cette conférence de presse pour éclairer l'opinion publique et nationale que la lettre circulaire du ministre n'arrête pas nos activités, mais plutôt une suspension temporaire du traitement des dossiers au sein du ministère, à travers les services techniques du ministère. Donc c'est juste pour informer l'opinion nationale que nous, les promoteurs et nos partenaires, que nous continuons de travailler. Et que notre circulaire en question fait cas d'une suspension temporaire. Chose que nous-mêmes, promoteurs, nous avons demandé à un moment donné qu'il y ait un inventaire sur les différents dossiers non traités au sein du ministère. Donc, si aujourd'hui le ministre pense qu'il y a lieu d'arrêter pour faire cet inventaire et mieux relancer la procédure du traitement de nos dossiers, c'est une chose que nous pouvons saluer. Les conférenciers du jour disent parler au nom des 278 promoteurs agréés du Burkina, réunis au sein de l'Association des promoteurs immobiliers, le syndicat des promoteurs immobiliers et l'Union nationale des promoteurs immobiliers. Pour eux, le non-traitement des dossiers par l'administration dans les délais requis entrave le processus, occasionnant des manquements et irrégularités dans l'exercice de l'activité de promotion immobilière. La note du ministère en charge de l'urbanisme serait dans ce sens. D'autres disent que c'est une bombe à retardement. Et nous, les premiers acteurs du foncier, c'est pour cela que nous nous retrouvons de temps en temps pour voir à notre niveau qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que, comme vous le savez, cette bombe que tout le monde a peur, il faut que nous travaillions à la désamorcer. Nous, on ne comprend pas pourquoi chaque jour les gens parlent des promoteurs immobiliers. Alors que nous connaissons des gens qui ne sont pas des promoteurs immobiliers qui ont 10, 15, 20 hectares.
La promotion immobilière seulement, ce n'est pas les terres. Moi, je peux avoir un terrain, par exemple, je viens, je prends la passage, je fais un show, 3 immeubles, 4 immeubles. Ça, c'est la promotion immobilière. Ce n'est pas seulement aller vendre des terrains. Voilà, mais les gens aujourd'hui passent leur temps avec les trucs interradios là, que les promoteurs immobiliers, on ne parle que de nous. C'est comme si aujourd'hui, il n'y a plus rien autre chose que la promotion immobilière au Burkina Faso. Et le ministère de l'Habitat n'a pas été créé, comme je l'ai bien dit, pour parler seulement de promotion immobilière. Ils ont d'autres activités. Les sociétés de promotion immobilière ont l'impression d'être le souffre-douleur des populations qui peinent à se trouver un toit mais disent exercer légalement leur activité. De ce fait, elles suivent de près les réformes annoncées par leur ministère de tutelle, à savoir la révision du Code de l'urbanisme et de la construction, du décret portant conditions d'octroi d'agrément pour l'exercice de l'activité de promotion immobilière et ou foncière et de l'arrêté portant validation des projets immobiliers. Voilà, sans transition du logement, nous passons à la santé. Tous les deuxièmes jeudis du mois de mars, le monde entier célèbre la journée mondiale du rein. Eh bien, l'une des pathologies liées à la défaillance de cet organe, c'est bien l'insuffisance rénale. Nous avons consacré un dossier à cette maladie. Comment est-ce qu'elle est contractée? Comment se fait la prise en charge au Burkina Faso? Regardez. L'insuffisance rénale demeure une maladie peu connue au Burkina Faso. Outre le diabète et l'hypertension qui représentent 80% des causes de la maladie, d'autres facteurs quasi aléatoires peuvent être à l'origine de l'insuffisance rénale. Je suis allé, on m'a dit, en tout cas, il y a un problème parce que le taux de sang là n'était pas ça. Donc j'étais tellement anémié qu'il faut qu'on voie un médecin pour voir ce qu'il y a. Donc on a vu les médecins, il a demandé à nouveau les examens. Ils ont fait et ils ont vu que les reins étaient atteints et je devais voir la néphrologie à Yalgado. Au début de la maladie n'était pas facile parce que je suis venue subitement et c'est à Yalgado ici on a su que j'ai de l'insuffisance rénale. On m'a amené à néphro. On a commencé la séance de dialyse là-bas. Après les examens, donc je dialyse maintenant. À l'instar de Ernest et Oumeima, plusieurs malades font recours à la dialyse, un procédé médical qui consiste à épurer le sang. Le principe, c'est qu'il faut avoir accès au sang du malade pour pouvoir faire nettoyer. Donc, c'est ce qu'on appelle la dialyse, nettoyée par l'appareil. Et donc, voilà, et il faut passer par le dispositif extracorporel, donc dans cette tuyauterie-là. Donc, le sang va passer dans cet ensemble que vous voyez. Et donc, c'est ce qu'on appelle le rein artificiel. Donc, c'est là que vous avez ici. Et donc, le sang passe et se faire nettoyer. Les échanges vont se faire à l'intérieur. Cette maladie est perçue de nos jours comme un mal conduisant vers la mort. Une considération due au fait que la prise en charge de la maladie est souvent inaccessible. Au Burkina Faso, plus de 500 patients sont en dialyse, mais l'état des lieux de prise en charge fait ressortir une insuffisance de centres de dialyse et de personnel soignant. En termes de nombre, il faut se dire que les besoins sur le terrain est aussi une autre réalité parce que la demande est trop forte. Moi, je dis que je me retrouve chez Chaco de la dialyse. Il faut forcément scolariser mes enfants à Ouagadougou, quelque chose qui n'est pas facile. Si c'était décentralisé, en province, tu es à côté de tes parents, ça te revient encore plus facile. À cette insuffisance de centres de dialyse et de médecins qualifiés, s'ajoute le coût élevé des frais de prise en charge. La dialyse est subventionnée et donc le malade participe à un forfait de 500 000 et il ne paye plus la dialyse. Ça, c'est la subvention qu'il prend en charge. Maintenant, ce qui reste et qui est difficile encore pour les patients, c'est que les frais de médicaments sont à la charge du malade. Et financièrement, tu ne tiens pas. Alors qu'il y a des examens de contrôle qu'il faut faire à chaque fois. Il y a des produits qui sont obligatoires à chaque fois qu'il faut payer. Donc, tu ne tiens plus. Et c'est ce côté-là que nous voulons, si l'État pouvait faire quelque chose, rendre d'abord disponibles ces produits, puisque souvent tu vas avoir une ordonnance, tu fais le tour de Ouagadougou, tu n'en trouves pas dans les pharmacies. Avec la dialyse, c'est aussi la vie professionnelle et sociale du malade qui est en danger. Nouvellement, là,
Ça a bouleversé ma vie. Moi, je faisais la couture et ça a gâté. Parce qu'actuellement, je ne fais plus. Je suis devenue dialysée. Marie m'a laissée. Je suis célibataire. L'insuffisance rénale bouleverse les habitudes quotidiennes de nombreux malades, notamment sur le plan alimentaire. Depuis 6 ans, Madame Galbané gère au sein de l'hôpital Yalgado Ouedraogo un restaurant qui prend en compte les problèmes nutritionnels des dialysés. Avec la nourriture des dialysés, là, on tient compte, on ne met pas trop de sel, on ne met pas potasse, c'est bicarbonate, et puis on ne met pas trop d'huile. Comme ils ne prennent pas beaucoup d'huile, ils ne prennent pas beaucoup de sel, puis ils ne prennent pas potasse. Donc c'est avec bicarbonate qu'on prépare. Chaque deuxième jeudi du mois de mars de chaque année est déclaré par l'OMS Journée mondiale du rein. Une occasion de marquer une halte pour revisiter les stratégies de lutte afin de mieux agir contre l'insuffisance rénale. Voilà, un dossier très saisissant. Docteur Yasmina Toubikenga nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes un nephrologue au CHU Bogodogo. Oui. Vous venez de suivre cet élément avec nous. La première chose qui frappe, c'est les conditions de prise en charge. Il y a des centres de dialyse qui sont insuffisants, mais aussi ce patient qui dit qu'on se promène avec une ordonnance sans trouver les médicaments dans les pharmacies, c'est quand même problématique. Effectivement, au travers de ce reportage, nous avons pu nous imprégner de certaines réalités que vivent nos patients au quotidien et nous également les soignants. Ces réalités, c'est quoi? C'est déjà le manque de centres de dialyse. Le manque de centres de dialyse parce qu'actuellement, nous avons 4 centres de dialyse, dont un qui n'est pas encore fonctionnel. Nous avons 3 centres de dialyse dans la ville de Ouagadougou, dans les 3 CHU, et un centre de dialyse à Bopo-Dioulasso et bientôt le centre de dialyse de Waiguya qui sera fonctionnel. Donc, nous voyons que déjà, c'est dans les plus grandes villes que nous avons les centres de dialyse, ce qui amène les patients à devoir se déplacer, à modifier complètement leurs habitudes de vie, leur profession. Effectivement, vous avez parlé du problème de médicaments qui ne sont pas disponibles. Nous avons des médicaments en fait qui sont importés et donc qui sont difficilement accessibles à nos patients, qui sont fréquemment en rupture également. Donc c'est un problème également qui s'ajoute à la prise en charge de ces patients-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'insuffisance rénale est un véritable problème de santé publique? C'est un problème de santé publique dans le monde entier, pas seulement au Burkina. Mais au Burkina, dans ce pays pauvre, c'est encore plus un problème de santé. Voilà, parce que nous avons des difficultés de prise en charge et nous avons le nombre de patients qui va croissant. Et donc, nous n'arrivons pas vraiment à les prendre en charge correctement. C'est pourquoi, en fait, la Journée mondiale du rein revêt une importance capitale et surtout le thème de cette année qui est bien vivre avec sa maladie rénale. Quand nous savons toutes ces difficultés que nos patients doivent rencontrer, ces défis qu'ils relèvent au quotidien pour continuer à vivre, ce thème revêt vraiment un intérêt capital pour nous. Bien vivre avec sa maladie rénale, et on vient de le voir, c'est assez difficile. Est-ce que les autorités sanitaires ont conscience de cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour essayer de rendre la vie un peu plus agréable à ces patients-là qui souffrent le martyre? Effectivement, il y a des efforts qui sont faits. L'État contribue, comme le docteur Sanou l'a rappelé dans le reportage. Il y a une subvention qui est faite à hauteur qui permet en fait aux patients de ne payer que 500 000 pour un forfait pour la dialyse. C'est déjà beaucoup d'efforts qui sont faits. C'est près de 2,5 milliards qui sont injectés pour la prise en charge de ces malades-là. Bien sûr, ces efforts sont à renforcer. Ce n'est toujours pas suffisant. Si nous pouvons encore avoir plus de financement, plus de moyens humains et matériels, nous pourrions prendre un peu mieux en charge ces patients-là. Est-ce que les pharmaciens sont associés? Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que des médicaments pour des malades qui en ont besoin de cette maladie aussi grave puissent manquer dans les pharmacies. C'est assez surprenant quand même. Oui, les pharmaciens sont associés à la prise en charge. Et comme je dis, c'est un peu comme tous les médicaments qui sont parfois en rupture. Sauf que dans notre cas, lorsque le médicament est en rupture, il engage directement le pronostic vital du patient. C'est pour cela qu'il est un peu plus important pour nous de disposer de ces produits-là. Et très urgent. Et très urgemment.
Voilà, on vient de le voir, c'est une maladie assez invalidante. Quand on l'a contractée, ça devient très difficile d'en guérir. C'est pourquoi il faut sensibiliser. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui nous regardent, les premiers gestes à faire pour éviter d'en arriver là? Effectivement, vu que nous avons des difficultés pour la prendre en charge, il est important pour nous de revenir encore sur la sensibilisation, sur l'information. Déjà, qu'est-ce que l'insuffisance rénale? Nos patients doivent savoir, nous devons savoir que l'insuffisance rénale, en fait, c'est l'incapacité du rein à assurer ses fonctions, qui sont des fonctions d'épuration du sang, donc éliminer les déchets du sang, éliminer également l'eau. C'est pourquoi, en fait, lorsqu'on a l'insuffisance rénale, l'un des premiers signes, c'est un signe de rétention, en fait, ce sont les œdèmes, les pieds qui gonflent. Le rein participe également à la production de sang. Donc, l'anémie, c'est un autre signe que nous retrouvons beaucoup. Alors, pour ne pas arriver à ce stade d'insuffisance rénale, il y a des règles de vie à adopter. Tout d'abord, avoir un mode de vie sain, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière. Le sport, pratiquer une activité physique régulière, au moins 30 minutes, 3 fois par semaine en moyenne. Il faut manger. On peut aller au-delà, bien sûr. Manger sainement également. Ça veut dire quoi? Manger sainement, c'est éviter tout ce qui est gras. En fait, éviter tous les excès, éviter ce qui est gras, éviter ce qui est sucré, éviter les cubes alimentaires qu'on ajoute souvent. Les cubes alimentaires, faire attention à tout cela. Aussi? Le sel également, contrôler le sel que nous mangeons. En plus de cela, il faut bien s'hydrater, surtout en cette période de chaleur. S'hydrater, ça veut dire? Bien s'hydrater, bien boire, boire beaucoup d'eau. Voilà. Combien de litres d'eau, combien de verres d'eau par jour pour un adulte? Combien de litres d'eau? On dira 3 litres et plus. Au minimum? Donc, on pourra aller jusqu'à 3 litres et plus. Donc, il faut boire à sa soif. Voilà. Et quand on n'a pas soif, parce que parfois on n'a pas soif toute la journée. Exactement. Parfois on n'a pas soif et chez les sujets âgés également qui ne se rappellent pas, parce qu'il faut rappeler qu'eux, il faut tout le temps les encourager à boire. Donc il faut avoir peut-être un bidon à côté pour tout le temps se rappeler de bien boire. À côté de cela également, on sait que l'hypertension artérielle et le diabète sont les principales causes de la maladie rénale chronique dans le monde et au Burkina Faso. C'est pourquoi il faut régulièrement vérifier le taux de sucre dans le sang et également prendre sa pression artérielle. Donc, ce sont des éléments capitaux. Également, il faut éviter de fumer, éviter également l'automédication, que ce soit l'automédication en pharmacie, donc aller soi-même et tout le temps payer des médicaments régulièrement, ou l'automédication également, les tradipraticiens. Je ne dirais pas les tradipraticiens, je dirais plutôt les décoctions, les potions que quelqu'un... ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux parce qu'il n'y a pas vraiment un dosage précis et parce que ce qui a marché avec une certaine personne ne marchera pas forcément avec nous. Donc, faisons attention à tout cela. Et pour ceux qui ont des prédispositions familiales, par exemple, quelqu'un qui a un diabète dans la famille, une hypertension dans la famille, une maladie rénale chronique dans la famille, cette personne doit se faire suivre encore plus. Voilà, pour prévenir l'apparition de l'insuffisance rénale chronique. En ce qui concerne l'hydratation, est-ce que les 3 litres d'eau, c'est-à-dire on le boit en quelques heures? Non, on les repartit bien sûr dans la journée. Voilà. Donc reparti dans la journée, on verra que c'est vite fait et que en fait déjà nous buvons assez. Puisqu'il fait chaud actuellement, il y a la sudation et tout, il est facile de boire 3 litres et même au-delà. Merci bien, Dr Yasminatou Bikenga. Merci d'être venu nous donner toutes ces informations qui pourront être utiles, non seulement pour interpeller les autorités sanitaires pour la prise en charge des malades du rein, mais aussi pour les téléspectateurs, pour éviter d'en arriver là. Merci, je rappelle que vous êtes nephrologue au CHU Borodogo. Merci à vous. Voilà, nous allons complètement changer de sujet. Nous nous acheminons vers la fin de cette info. Nous parlons de religion. Eh bien, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina fête son 100e anniversaire d'existence. Un centenaire célébré tout au long de cette semaine et qui s'est achevé ce dimanche avec un grand culte d'action de grâce en présence du chef de l'État. C'est en 1921 que 6 Américains arrivent à Ouagadougou avec pour ambition d'annoncer l'évangile aux populations. Reçus par le Moro Nabakom, ils sont installés à Gounguen. Et c'est le début des assemblées de Dieu au Burkina Faso. 100 ans plus tard, la communauté s'est considérablement agrandie, tant en nombre que spirituellement.
Un siècle d'histoire, mais la foi en Christ n'a pris aucune ride. Il y a quand même des points positifs pour lesquels nous devons remercier le Seigneur, mais il y a aussi des défis qu'il faut relever. C'est pourquoi nous avons mis la jeunesse en avant, pour quand même relever ces défis-là. Et c'est maintenant que tout ce que nous avons dit, on doit commencer. Commencer encore dans le développement, commencer à aider le prochain, commencer dans les écoles, commencer aussi encore à avoir plus d'écoles, plus de moyens de soutien aux personnes âgées, et puis aussi nous engager vraiment dans le développement. Un centenaire a prêché la parole de Dieu, mais pas que. L'Église des Assemblées de Dieu, c'est aussi de nombreuses actions caritatives dans les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. Pour le président du Faso, il faut encore poursuivre cette mission pour de nombreuses années encore. Les Assemblées de Dieu ont pu faire au Burkina Faso en matière d'éducation, en matière de santé, etc. C'est aussi un moment de voir l'avenir. Parce que ce qui est déjà fait, c'est ce que nous constatons, mais il reste encore, selon ce que nous avons entendu ce matin, à poursuivre l'évangélisation, à poursuivre l'ensemble des chantiers pour lesquels ils se sont engagés pour soulager, je dirais, le peuple burkinabé de façon générale. Le cardinal Philippe Ouedraogo est venu commémorer ce jubilé avec une communauté sœur, une occasion de renforcement des liens et d'appel à la cohésion. Puissions-nous ensemble collaborer pour renforcer notre dialogue, le dialogue écuménique, le dialogue interreligieux, en vue de contribuer à bâtir un monde plus digne de Dieu, un monde plus digne des hommes, un monde réconcilié dans la justice et la paix véritable et durable. La célébration du 100e anniversaire de l'Église des Assemblées de Dieu au Burkina Faso a connu la participation de délégations venues de plusieurs pays. Ce sont entre autres les États-Unis, l'Italie, la Bolivie et l'Angleterre. Et nous recevons donc le dernier invité de ces 7 infos, le docteur Jean-Baptiste Rwamba, pasteur principal de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, membre du bureau exécutif national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bonsoir, pasteur Rwamba. Oui, bonsoir, frère Hervé. Vous semblez un peu fatigué? Oh, plus ou moins. La semaine a été longue. A été longue avec la célébration du centenaire. Avec la célébration, les différentes activités qui avaient cours. C'était beaucoup chargé? Beaucoup chargé, oui. Beaucoup chargé. Alors, le centenaire, c'est 100 ans d'existence. 100 ans, oui. 100 ans d'existence. Nous sommes en 2021. Les choses commencent donc en 1921. Comment est-ce que les choses se passent? Comment des missionnaires se lèvent et viennent au Burkina pour prêcher l'évangile et la suite? Bien sûr que, permettez-moi de vous dire merci de pouvoir passer sur ce plateau. Je sais que BFM a déjà fait des reportages sur notre célébration. L'histoire des Assemblées de Dieu est liée aussi à l'histoire des Assemblées de Dieu d'Amérique, parce que le réveil qui est né là-bas a suscité justement ce réveil pour les missions. D'ailleurs, le leitmotiv de la création des Assemblées de Dieu en 1914 aux États-Unis, c'était comme un effort de coopération missionnaire pour envoyer les missionnaires aller prêcher partout dans le monde entier. Donc, pratiquement 7 ans après, les premiers missionnaires sont arrivés au Burkina Faso, en Haute-Volta à l'époque, et c'était le 1er janvier 1921 qu'ils ont déclaré officiellement leur existence en Haute-Volta. Donc, tout a commencé, c'est un peu long. Moi, j'ai écrit d'ailleurs ma thèse sur l'histoire des Assemblées de Dieu, et je connais beaucoup de choses là-dessus, mais l'histoire qui est répandue, mais qui justement reste à être encore vérifiée dans nos sources, c'est qu'il y a une voix qui a dit qui ira au Mont Silang. C'est vrai, moi j'ai fait mes recherches, mais cette partie demeure encore, je ne sais pas si c'est un mystère ou chose, mais toujours est-il que le pasteur Daniel Compaoré, le regretté pasteur Daniel Compaoré, qui était président de l'Église, a dit cela, et à partir de ce moment, donc l'histoire se base sur une voix qui a été entendue aux États-Unis et qui dit qui ira au Mont Silang.
Et à partir de là, il y a eu des volontaires. Oui, à partir de là, il y a, bien sûr, l'histoire nous dit, moi j'ai des papiers de 1919, des papiers de 1920, des journaux, des premières coupures de journaux de l'époque, qui disent justement comment l'histoire s'est formée. C'est-à-dire que les premiers missionnaires sont partis de la Sierra Leone pour arriver là, et comme c'était des anglo-saxons, les gardes frontières qui étaient là n'ont pas voulu que ces missionnaires anglo-saxons entrent parce que nous étions sous colonisation française. Et donc, ils ont simplement, ce que je dis est écrit par les auteurs eux-mêmes, ils ont demandé à pénétrer sur le territoire, prier, déjà faire une prière, je dirais, assez inspirée parce qu'ils ont prié pour que le pays soit évangélisé, que Dieu suscite des serviteurs de Dieu pour justement évangéliser. Et donc, avec cette permission, on leur a permis simplement d'enjamber la frontière. Ils sont restés là, ils se sont agenouillés selon leur récit même pour prier pour en fait, notre peuple. Et après, ils sont repartis avant justement d'avoir les autorisations nécessaires pour venir en Haute-Volta. Alors, il y a eu une succession de missionnaires qui sont arrivés au Burkina pour évangéliser. Et il y a des histoires quand même assez saisissantes et surprenantes sur le dévouement de certaines missionnaires. Non, mais il y a ça, des anecdotes. Oui, il y a des anecdotes, mais en fait, les premiers missionnaires qui sont arrivés, ils étaient au nombre de 6. Il y avait 2 couples et 2 demoiselles qui sont arrivés et qui ont commencé par apprendre la langue, parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer, ils n'étaient pas francophones, ils n'avaient jamais appris le moré ni aucune autre langue en fait, de notre terroir. Et donc ça fait que ces gens, ils ont commencé par écrire l'alphabet, et je crois que l'alphabet moré que nous avons a été une initiative des premiers missionnaires américains à l'époque. Ils ont appris la langue avec beaucoup de larmes. Et l'histoire nous dit que ces 2 demoiselles allaient à la meule pour moudre le mil avec les femmes en apprenant avec un stylo et puis un bout de papier pour justement transcrire ce qu'elles entendaient plus tôt. Et donc c'est ainsi qu'elles ont pu écrire l'alphabet et traduire quelques portions des Saintes Écritures qui était devenu, et le verset phare de l'époque, c'était Acte 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et tous les premiers chrétiens connaissaient ce verset par cœur, et qui était bien sûr à Morée. Il y a aussi des missionnaires qui ont perdu la vie au Burkina Faso. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup poussé à investiguer sur l'histoire de ces missionnaires, c'est un jeune missionnaire, c'était à l'époque le plus qualifié. Parce que c'était un missionnaire américain, mais qui parlait correctement et couramment le français. Parce que son père était missionnaire en France et en Suisse. Ils étaient donc des missionnaires de l'armée du salut. Donc son grand-père était le fondateur de l'armée du salut. Et à cause de ses séjours en France et en Suisse, il parlait couramment. Et ce missionnaire, c'était le plus titré de l'époque, parce qu'il avait déjà, en 1924, quand il venait, il avait une maîtrise en théologie, ce qui était rare à cette époque-là. Il avait une église aux États-Unis. Et quelques 3 semaines après, quand il est arrivé là, eh bien, il est mort. Et ça, c'était un coup dur, non seulement même pour les missionnaires, mais aussi et surtout pour l'administration, parce qu'ils avaient trouvé quelqu'un qui pouvait être leur intermédiaire, puisque toutes les correspondances officielles étaient en français. Mais les missionnaires américains qui sont là, qui ne comprenaient pas, qui ne pouvaient pas lire le français, avaient des difficultés. Mais quand celui-ci arrivait, eh bien, le colonisateur à l'époque avait trouvé quand même quelqu'un sur qui il pouvait compter, et malheureusement. Et même l'histoire nous dit que quand il est mort, c'est le véhicule en fait, du colonisateur qui est venu transporter le cercueil de Goungé jusqu'au cimetière municipal. Il a été enterré ici. Il a été enterré. En fait, sa tombe se trouve au cimetière municipal. Non seulement lui, mais il y a aussi 11 autres personnes, parce qu'il y a eu au total 12 missionnaires et leurs enfants qui sont enterrés à Haute-Volta. Donc, justement, dans le cadre de mes études, on nous demande une contribution pour
une contribution un peu spéciale pour apporter quelque chose. Et c'est dans ce cadre qu'en accord avec mes responsables hiérarchiques à l'époque, j'ai demandé l'autorisation pour que toutes les tombes de ces missionnaires soient carrelées et reconnaissables, parce que certaines tombes étaient déjà parties à... c'était avec beaucoup, même quelque chose, c'était avec les photos, les anciennes photos qu'on a retrouvé les tombes de ces missionnaires pour les mettre quand même à un niveau acceptable. Il y a aussi ce couple de missionnaires qui est arrivé et dont le mari décède subitement. Après, le fils revient comme missionnaire encore au Burkina Faso? Non, son fils n'est pas revenu comme missionnaire. Parce qu'en fait, l'histoire, quand ce missionnaire mourait, sa femme était enceinte de ce dernier. Et quand elle est rentrée en Angleterre, eh bien, elle a accouché de ce garçon. Ils sont venus avec une fille. Et ce garçon, quand il est né, il a grandi, il était devenu missionnaire au Kenya. Et la fille de ce dernier est aujourd'hui actuellement missionnaire en Ouganda. Ça veut dire que même la mort n'a pas empêché la famille de se consacrer pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est un témoignage que, personnellement, je n'oublie pas parce qu'il est une source d'inspiration pour moi-même. Alors, pasteur, comment est-ce que ça s'explique? Des missionnaires qui viennent, qui perdent la vie, mais il y a d'autres qui viennent encore quand même. Justement, l'histoire nous raconte, et ça, c'est des choses bien écrites, quand ce missionnaire est mort. C'était le premier à tomber au Burkina en 1924. On a envoyé un télégramme aux États-Unis pour dire que le pasteur, le missionnaire John Eric Booth Cliburn est mort. Et on a fait un appel dans les églises pour le remplacer. Il y a eu cinq couples missionnaires, cinq couples missionnaires qui sont venus. Qui venaient dans l'incertitude. Quel était leur moteur? Le moteur, c'était justement la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit qui les poussait à aller au-delà. Et comme on le dit, jusqu'aux extrémités de la terre, selon eux. Parce que l'histoire montre que ces gens qui sont allés, en mission, non seulement chez nous, mais il y a aussi d'autres pays où les missionnaires sont morts. Et à l'époque, on disait que les missionnaires, ces missionnaires-là, c'était les missionnaires avec un aller simple comme billet pour venir. Ça veut dire que ce n'était pas sûr qu'ils reviennent. C'est pas sûr. Et il y en a même, l'histoire nous montre qu'il y en a même qui préparaient leur cercueil et qui mettaient leurs affaires dans le cercueil pour venir au cas où. Mais pour notre missionnaire, John Eric Booth Cliburn, qui est mort ici, eh bien, ce sont les missionnaires qui étaient sur place qui ont fait son cercueil parce que Wilbert Taylor était un homme extraordinaire, un homme qui savait faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, l'histoire dit que quand il travaille, il ne se repose pas. D'accord. Et après, à mesure que les années passaient, les nationaux, c'est-à-dire les Burkinabés, ont pris la relève et l'Église a commencé à s'installer partout. Aujourd'hui, si on devait faire un bilan 100 ans après, qu'est-ce qu'on pourrait dire du mouvement des Assemblées de Dieu au Burkina? Non, bon, c'est vrai que les nationaux ont pris la relève à partir de 1955 avec comme premier président le pasteur Philippe Ouedraogo, qui justement a dirigé l'Église pendant 4 ans, ainsi de suite. Mais si on fait un bilan aujourd'hui, chiffré, nous avons environ 5479 pasteurs, églises plutôt, et 6200 pasteurs. Plus de 5000 églises, plus de 5000 églises, plus de 6000 pasteurs. Donc, à partir de rien, eh bien, l'Église, aujourd'hui, a grandi et je crois que, je peux dire ça, me tromper, que partout au Burkina, l'Église des Assemblées de Dieu est présente dans toutes les provinces et dans toutes les régions du Burkina. Toutes les provinces et toutes les régions. Toutes les régions. On peut trouver une Église Assemblée de Dieu. Quel est le secret de cette manière de se répandre? Le Saint-Esprit. C'est une Église qui a placé sa confiance dans le Saint-Esprit. Et parce que cette Église est aussi issue du réveil des États-Unis. Et cette Église, étant issue du réveil, est partie sous la direction du Saint-Esprit et travaille sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que aussi, ce qui caractérise cette Église, c'est qu'il y a beaucoup de guérisons. Beaucoup de gens qui sont délivrés, mais aussi la parole est prêchée avec puissance. Donc, je crois que cela fait la différence aussi. A fait la différence. Alors, pour cette célébration, vous avez dit au niveau de l'Église que vous revenez aux fondamentaux. Qu'est-ce que cela signifie, revenir aux fondamentaux? Non, revenir aux fondamentaux, c'est ce qui caractérise l'Église.
Et on l'a formulé sous les 3 R. La réforme, le réveil et le rayonnement. Donc la réforme, c'est-à-dire basée sur la parole de Dieu, c'est ça qui a amené aussi le protestantisme sous Luther. Et donc la parole de Dieu étant la base, et dans notre constitution, il est dit clairement que les assemblées de Dieu croient aux saintes écritures, seule parole inspirée de Dieu, et qui est justement pour la conduite du chrétien. Saintes Écritures, vous parlez de la Bible. La Bible, okay. Oui, la Bible. Donc nous croyons en la Bible qui contient les 66 livres que nous reconnaissons et qui est donc la base. Pour le réveil, eh bien, l'Église des Assemblées de Dieu est née sous le réveil et donc nous croyons que nous devons poursuivre dans la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, pour le rayonnement, que partout, parce que l'objectif, c'est que dans les 8000 villages, qu'il y ait au moins une église des Assemblées de Dieu. Nous ne sommes pas trop loin, mais il y a encore un effort à faire. Nous ne voulons pas, justement, nous enorgueillir de ce qui a été fait, mais nous voulons aussi voir un peu qu'est-ce qu'il reste à faire. Et cela sera un défi pour l'Église. Et l'autre défi, pasteur, et c'est un débat permanent, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent que les églises sont en marge de la société, concrètement sur le plan social. Est-ce que l'Église, l'Assemblée de Dieu, a posé des actes? Non, mais ça, c'est peut-être seuls les aveugles qui ne voient pas cela, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai que les premiers missionnaires qui sont arrivés, ils avaient un projet justement d'instruire les jeunes convertis, les enfants, etc. Mais étant anglo-saxon, la colonisation, j'ai des copies de lettres où le colonisateur leur disait que ce n'était pas possible, étant donné qu'eux-mêmes ne parlent pas la langue. Donc, ils ont dû faire appel à M. Dupré, qui était missionnaire dans un premier temps à Kanka, en Guinée, et ensuite à Boaké. Ils l'ont fait venir parce que lui, il était français. Et c'est lui qui, en 1948, a commencé les écoles évangéliques. Et l'école la plus connue, c'est l'école de 120 barrages avec le collège protestant. Et donc, et en plus de cela, comme référence, encore aujourd'hui, pour dire que nous ne sommes pas en marge de la société, il y a l'hôpital Chifra, qui est un hôpital de référence. Parce que non seulement pour nous, mais aussi les gens qui viennent de la sous-région pour recevoir les soins. Il y a non seulement la qualité des soins, mais aussi le coût. Parce que ce n'est pas un hôpital qui est en train de se faire beaucoup d'argent, mais c'est un hôpital qui vient au service de la population. Social. Et nos écoles, c'est la même chose. On fait du social avec les écoles parce qu'on n'a pas fait de discrimination, mais nous recevons tous ceux qui sont en âge d'aller à l'école. Et puis, bon, le collège, nous avons aussi des lycées, des collèges, même d'enseignement technique, qui sont gérés par les Assemblées de Dieu, créés par les Assemblées de Dieu. Et l'autre question, nous allons vers la fin de notre entretien, pasteur, c'est que vous l'avez dit, parlant de l'arrivée des premiers missionnaires, avec cette acquaintance, avec la colonisation de plus en plus au sein des élites africaines, il se dit que la propension de l'évangile dans les pays africains était un moyen aussi de coloniser les pays africains. Certaines élites appellent à abandonner même la religion chrétienne pour revenir aux us et coutumes africaines. C'est un débat qui vraiment alimente beaucoup les rencontres. Non, mais je crois que ce débat n'a pas lieu d'être parce que chacun est libre de son choix. On n'a jamais forcé quelqu'un à adhérer au christianisme, c'est de son libre arbitre qu'il choisit. Et dire qu'il faut abandonner, nous avons toujours la liberté. Il y a beaucoup de choses, quand ces gens parlent, bien sûr, l'école a été importée. Pourquoi ne pas rester au village, dire, bon, je suis villageois, je ne vais pas à l'école, ça fait partie aussi de ma tradition. Mais on voit qu'il y a de plus en plus des écoles, on a de plus en plus d'intellectuels, et ils ne peuvent pas dire que, même en n'étant pas allés à l'école, il y a des intellectuels, parce que il y a des gens qui réfléchissent très bien, même en n'ayant pas été à l'école. Mais pourquoi ils ont choisi d'aller à l'école? Parce que c'est un moyen aussi pour eux, non seulement d'avoir une ouverture d'esprit, mais aussi de pouvoir s'exprimer. Mais s'ils ont resté au village, bon, s'ils disent cela, je pense que le débat n'a pas lieu d'être, à mon avis.
Le débat ne se pose pas. Non, le débat ne doit pas Chacun se poser. Est libre Chacun de son est choix. libre et on n'a jamais forcé qui que ce soit. Ce n'est pas le christianisme, mais aussi il y a d'autres religions qui sont venues. Mais les gens adhèrent et puis ils vont où ils veulent. On peut choisir de croire ou de ne pas croire. On peut choisir de croire ou de ne pas croire. Mais nous invitons les gens à croire. D'accord. Je pense que c'est clair. Une dernière phrase, pasteur. Vous savez qu'au niveau du Burkina, on est en plein dans la réconciliation nationale, la cohésion sociale. On essaie de ramener tout le monde autour de la table. L'Église a son mot à dire dans ce processus-là. Oui, bien sûr que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est écrit dans la Bible. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit que nous sommes faits ambassadeurs. Et aussi, nous avons le ministère de la réconciliation. Et vous verrez dans nos églises beaucoup de gens qui ont été réconciliés avec leur famille. Parce que, peut-être pour revenir un peu en arrière, souligner quelque chose, il y a beaucoup de gens qui étaient bannis quand ils venaient à l'église, qui étaient chassés. Il y en a même qui étaient maudits. Mais bon, l'Église fait tout pour réconcilier les familles et pour que le chrétien soit justement la lumière dans sa famille. Donc l'Église n'est pas en marge de la réconciliation, mais la réconciliation est au centre du message chrétien. Et c'est la mission que poursuit l'Église des Assemblées de Dieu. Bien sûr, c'est la mission que poursuit l'Église des Assemblées de Dieu. Nous poursuivons cette mission jusqu'au retour de Jésus-Christ. Merci bien, pasteur, d'être venu. Restez avec nous. Nous allons finir cette émission avec ce reportage. Vous savez que nous sommes aujourd'hui 14 mars. Nous sommes dans le mois de la femme. Le 8 mars dernier, c'était la célébration de la journée de la femme. Nous vous montrons ce reportage absolument exceptionnel d'une dame Salimata Ouedraogo, une dame forte, courageuse, qui prend sa famille en charge, en allant chercher du bois de chauffe et en allant les vendre. C'est une histoire absolument extraordinaire d'une femme qui a le sens de la responsabilité, qui n'a pas peur. Ce sont des images saisissantes. Regardez. Sur son vélo, Salimata Ouedraogo se rend à Tondogoso, village situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bobo Dioulasso sur l'As Bobo-Ouaga. Salimata ne s'y rend pas pour un baptême ou un mariage, mais pour y chercher du bois de chauffe qu'elle va ensuite vendre à Bobo Dioulasso à une somme journalière d'environ 2000 francs CFA. De peur d'être mal vue par certains membres de sa famille, Salimata, très réservée, accepte de nous parler à condition que nous ne dévoilions pas son visage à l'écran. Je pars chercher du bois à Tondogoso pour les revendre. Je quitte la maison à 5 h du matin, souvent après 5 h. Et je fais cela depuis près de 10 ans maintenant. Avant, j'y allais tous les jours, mais maintenant, je prends des jours pour me reposer. C'est dur de pédaler le vélo chaque jour et parcourir 15 km. Et la voie est très dangereuse. Il y a des camions qui roulent à vive allure. Tout ça, c'est pour épauler mon mari. Je suis mère de 6 enfants. De retour sur nos traces aux environs de 10 h, nous rencontrons Salimata Ouedraogo de retour de Tondogoso, cette fois avec du bois sur son vélo. Au bout d'un long effort, une pause fraîcheur. Une courte mais précieuse pause pour reprendre quelques forces. Sur le chemin du retour, des véhicules roulant à vive allure manquent parfois de la percuter, elle et ses 2 copines. Mais pour subvenir aux besoins de leurs enfants, ces mères de famille sont prêtes à risquer leur vie. Le trajet sera encore plus difficile sur cette colline. Une longue colline qui souhaite la bienvenue à Salimata. Sur cette colline et sous les rayons d'un soleil ardent, la marche devient encore rude, pénible, insupportable, mais Salimata ne lâche rien. Pas question pour elle d'abandonner. Grimper la colline n'est pas facile. Quand on arrive à ce niveau, on est épuisé, mais pas question d'abandonner. On doit continuer. Quand on arrive là, les pieds font extrêmement mal, les forces aussi lâchent. C'est vraiment difficile, c'est parce qu'on n'a pas autre solution que ce travail. Une fois en ville, Salimata va livrer une partie de son bois à une cliente déjà identifiée. Le reste du bois est transporté à la maison pour une vente à domicile. À la maison, Salimata Ouedraogo est accueillie par ses enfants et sa coépouse. Une journée périlleuse pour cette mère de famille qui est loin de se terminer. Je suis bien arrivée, toute fatiguée c'est vrai, mais ça va passer. Après un bain, je me repose pour ensuite faire la cuisine le soir pour les enfants. Et quand on lui parle de la célébration du 8 mars qui s'approche à grands pas, voici la réponse que nous donne Salimata Ouedraogo. Le 8 mars, c'est une fête, un jour de fête pour les femmes. On dit que ce jour-là, les hommes font la cuisine pour leurs femmes.
Mais pour moi, c'est un jour ordinaire, sauf que ce jour, je n'irai pas chercher du bois. Pas de fête, pas de pain du 8 mars. Je ne sais pas si cette journée apporte un changement aux conditions de vie des femmes, mais ça devrait l'être selon moi. Dans cette quête quotidienne du bien-être de sa famille, Salimata Ouedraogo affirme qu'il faut parfois aller au-delà de ses forces physiques. À 50 ans et après 10 ans d'activité, cette mère de famille dit commencer à sentir le poids de l'âge, mais que faire, nous confie-t-elle, avant d'ajouter que c'est pour le bien-être de sa famille et surtout celui de ses enfants qu'elle s'évertue toujours à mener cette activité. Voilà, reportage tout à fait saisissant. Pasteur Jean-Baptiste Rwamba, on a complètement fini. Un commentaire sur la place de la femme dans nos sociétés. Oui, bien sûr que les femmes ont toujours leur place, mais à voir ce reportage, on est vraiment émerveillé parce que il faut beaucoup de courage pour pouvoir faire le travail qu'elle fait. Mais si elle a la joie de faire cela pour épauler son mari, comme elle le dit si bien, je crois que ce sont des femmes comme ça qu'il faut encourager parce qu'elles veulent faire quelque chose, mais certainement que les moyens leur manquent de le faire. Et comme elle peut aller couper le bois et revenir vendre, je crois que c'est... Mais comme elle le dit, il y a le poids de l'âge. Certainement, c'est dur, très dur de voir. Et c'est touchant. C'est touchant. Oui. Siaka Coulibaly. Oui, je crois que le reportage est bienvenu pour rappeler les conditions de la majorité des femmes de notre pays, qui sont en réalité comme une fourmilière. Celles qui produisent, celles qui font sortir les biens donc, du néant et qui animent donc les familles. Cet exemple-là permet donc de voir que quand nous débattons dans nos sphères intellectuelles du genre ou de la libération de la femme, cette libération a d'autres dimensions qui la plupart du temps ne sont pas suffisamment couvertes par les activités institutionnelles, par le ministère, etc., etc. Parce que le débat est le plus souvent porté sur l'accès des femmes diplômées au niveau des postes de décision ou des élections, alors que la grande réalité, c'est celle-ci, c'est celle donc des microcrédits, celle donc de la production rurale, etc., etc. Merci. Donc beaucoup reste à faire. Merci Siaka Coulibaly, merci Pasteur Jean-Baptiste Rwamba. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à 7h. Je vous dis au revoir. On se retrouve demain à 19h30 pour le journal télévisé. Bonsoir.